de nos chambres parlementaires. Le dernier arrêt en matière de contrôle de constitutionnalité, il s'agit de l'arrêt L-Const 2347 du 21 mars 2025. Il s'agit encore ici d'un arrêt intervenu à la suite d'un contrôle de constitutionnalité exercé contre un arrêt du Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est gens en matière électorale. Un monsieur a saisi la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle s'est déclarée compétente de connaître du recours à l'inconstitutionnalité contre un arrêt du Conseil d'État. Tout en saluant que c'est le principe comme nous l'avons justifié, mais ici, et à la suppression de la peine des travaux forcés. La peine des travaux forcés est abolie en fonction de nos engagements internationaux. Lorsque nous avons ratifié les statuts de Rome, vous trouverez que dans la nomenclature de peines applicables devant la Cour pénale internationale, il n'y a pas la peine des travaux forcés. Ainsi, nous avons ratifié en 2002. 2006, nous adoptons la Constitution et l'article 16 de la Constitution est l'arbre. Dit on ne peut pas appliquer la peine de travaux forcés ou obligatoire. Au-delà maintenant, en 2011, c'est ça qui est intéressant. Notre Parlement va adopter une loi portant suppression de la peine de travaux forcés. La loi a été adoptée, communiquée au président de la République pour promulgation. Ce dernier, alors qu'il ne s'agissait pas d'une loi organique, parce que là, c'est un contrôle facultatif de constitutionnalité, au moins le président de la République, Joseph Kabila, avait transmis, avait saisi la Cour suprême de justice en contrôle a priori de constitutionnalité. La Cour suprême de justice, siégeant sous R-Const 166 par TSR du 19 août 2011, va déclarer cette loi conforme à la Constitution, à l'exception du 3e paragraphe de son exposé des motifs. Partant de cela, la loi a été retournée au président de la République pour promulgation. C'est sur le chemin que la loi sera portée jusqu'à lui. Question pour nous les juristes. Quand une loi laisse des traces à la Cour suprême de justice, qui est maintenant incarnée par la Cour constitutionnelle, peut-on ignorer cette loi-là? Non. Autre preuve, et ça c'est vraiment tangible, que la peine de travaux forcés a été supprimée. Faites l'étude comparée entre l'article 91 Code d'OCJ de 1982. Là, les tribunaux de grande instance ont compétence de connaître des infractions punissables de plus de 5 ans de servitude pénale et ou des travaux forcés. Notez, à la fin, c'est ou des travaux forcés. 2013, il y a la loi actuellement en vigueur portant l'organisation, fonctionnement et compétences des institutions de l'ordre judiciaire. L'article 89 dit ceci. Les tribunaux de grande instance connaissent des infractions punissables de 5 ans maximum des servitudes pénales, point. Il n'y a plus de travaux forcés. Faites cette étude-là, vous verrez que la peine des travaux forcés a été élaguée dans le texte actuel. Au-delà, quand bien même il aurait prononcé de cette peine, est-ce que vous êtes déjà rendu compte, en lisant l'article 109 du Code de procédure pénale, que le ministère public n'est pas habilité à poursuivre l'exécution de la peine des travaux forcés? En ce temps-là, même avant cette évolution, parce qu'on attendait l'ordonnance du président de la République fixant les modalités d'exécution de la peine des travaux forcés. Comme
l'ordonnance n'a jamais été prise, vous trouverez que le ministère public disait 109 Code de procédure pénale, le ministère public n'est pas habilité à poursuivre l'exécution de la peine de travaux forcés. Alors que l'article 6 bis du Code pénal congolais, vous savez pourquoi moi je ne dis pas le 6 bis du Code pénal livre 1er, parce que vous ne trouverez pas l'article 6 bis dans le livre 2. Donc c'est une utile tautologie. Quand vous êtes déjà quelque part, vous savez que c'est déjà le livre 2. Et donc, l'article 6 bis du Code pénal dit que l'exécution de la peine de travaux forcés ne doit être ni assimilée, ni confondue à celle de la servitude pénale. Alors, aujourd'hui, ceux qui sont condamnés, sauf ceux-là que la condamnation va trouver en détention, ne peuvent pas être appréhendés, ne peuvent pas être recherchés. Parce que rechercher en dehors de la compétence du ministère public, en dehors des cas prévus par le l'autre, vous commettrez l'arrestation arbitraire et la détention illégale. Et la personne qui se comporte ainsi peut être poursuivie. S'agissant de la confiscation, un juge ne peut pas prononcer la confiscation comme s'il s'agissait de la condamnation aux dommages et intérêts. La confiscation spéciale doit viser un bien bien déterminé. La maison telle, couverte par le certificat d'enseignement tel. Cela impose que pendant l'instruction devant le juge, parmi les mesures d'investigation, le juge doit se renseigner auprès des banques, auprès des conservateurs de titres immobiliers, de la propriété de la personne poursuivie. Et c'est ce que nous avons vu dans le procès Caméré, où, bien sûr, le juge était allé au-delà, en saisissant même des biens des tiers au procès. Mais au moins, les biens étaient indiqués. Ici, dans l'espèce, l'on dit, on donne la confiscation spéciale au prorata. Alors, on va saisir quoi? Parce que toute décision de justice ne peut pas être exécutée au-delà des termes employés par les juges. Vous n'allez pas rechercher. Donc, même cette peine aura des difficultés à être appliquée. Et je ne vois pas comment le ministère public pourrait y parvenir. Enfin, la troisième catégorie, il s'agit des arrêts intervenus en matière électorale, où nous saluons en matière de contentieux présidentiel. La Cour constitutionnelle a pris un arrêt RCE 016 par PR-CR du 9 janvier 2024. Cet arrêt intervient à la suite de la contestation de l'élection du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est le candidat Théodore Ndoli qui avait contesté. Et la Cour va rendre un arrêt riche en enseignements. En ce sens, la Cour constitutionnelle fixe l'étendue du pouvoir d'investigation de tout juge électoral en disant que les juges électoraux doivent vérifier la sincérité et la régularité des élections, même au cas où le recours serait jugé irrécevable ou non fondé, et même en cas d'absence de recours. Nous saluons, mais avec réserve. On sait que, en prenant cette position, qui est sage, mais la Cour a ignoré qu'il existe des textes de Cour. Lequel? C'est les articles 72 et 74, alinéas 3 et 4 de la loi électorale. Qui disent, ces textes disent que la juridiction compétente, lorsqu'il n'y a pas de recours,
n'est-ce pas? La juridiction compétente proclame, n'a pas à vérifier. La loi dit également, en texte déjà indiqué, que lorsque le recours sont jugés irrécevables ou non fondés, le juge doit proclamer le résultat définitif. Mais quand la Cour prend cette position que nous trouvons sage, mais et là, ignorer qu'il y a le texte qui dit que lorsqu'il n'y a pas de recours, le juge n'a plus de pouvoir. Dans le délai de la loi, il doit prononcer les résultats définitifs. Cette position, nous pensons, prise par la Cour constitutionnelle, la met en difficulté avec le prescrit de l'article 62, alinéa 2 de la Constitution. On sait que cette disposition dit que toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République. Or, si vous prenez une position qui ne se conforme pas aux lois de la République, vous violez la Constitution par ricochet. Donc, cette position de la Cour mérite, pour être confortée et maintenue, qu'il y ait quoi? Modification de la loi électorale. Donc, c'est une bonne position, mais qui met la Cour en difficulté tant que l'état de la législature restera ce qu'il est aujourd'hui. Et nous passons en revue, en deuxième position, les arrêts rendus en matière de contentieux des élections législatives. Là, on a constaté que la Cour, en 2024, le 12 mars, a rendu les arrêts. Dans ces arrêts-là, la Cour dit qu'elle a passé au recomptage de voix. Elle a recompté, elle a établi la liste définitive. Elle a proclamé dans le délai de la loi la liste définitive des députés nationaux. Mais plus tard, la Cour est revenue le 22 avril 2024 pour reprendre d'autres arrêts, un autre arrêt définitif RCE 1522 par DN, par lequel il proclame le résultat définitif en pensant passer par la rectification de l'erreur matérielle. Cet arrêt, le deuxième, viole non seulement la loi, mais le juge a pris distance vis-à-vis de l'évolution législative. Tenez, après les arrêts dits en rectification de l'erreur matérielle en 2019, le législateur congolais est revenu à charge pour ajouter à l'article 174 de la loi électorale un article 174 quinquies. Dans cette nouvelle disposition, l'alinéa premier énonce par rapport à la Cour constitutionnelle, le deuxième alinéa dit pour ce qui est de la Cour constitutionnelle, il n'y a aucun recours. Et si vous lisez l'exposé des motifs de cette loi-là, on voulait que les arrêts de la Cour constitutionnelle, une fois rendus, soient intangibles. Curieusement, allant au-delà de cette pensée de l'évolution législative, parce que l'article, l'alinéa 3, parle maintenant des décisions des cours d'appel, aux cours administratifs d'appel et des tribunaux administratifs, qui seuls peuvent voir leurs décisions connaître des recours en rectification de l'erreur matérielle et en interprétation. Pourquoi on a interdit que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne souffrent de recours, même en interprétation ou en rectification de l'erreur matérielle? Parce que à ce niveau-là, les gens qui animent la Cour constitutionnelle ont la réputation de sainteté et de connaissances avérées. 2. C'est le cursus qui suit l'arrêt avant d'être prononcé. Tenez, on prend l'affaire en délibéré, un juge rapporteur est désigné, il fait l'étude, il amène à la plénière. La plénière, chaque membre donne des avis, corrige la forme et le fond. Oui,
l'ensemble accepte que l'arrêt peut être rendu. On rend la décision, l'arrêt rentre chez le juge rapporteur pour collationnement, le premier collationnement. Le juge rapporteur corrige les erreurs d'écriture. Non seulement ça, ça rentre chez le greffier en chef, qui a le grade du secrétaire général de l'administration. À son niveau, avec ce service, on passe au collationnement. Raison pour laquelle le constituant et même les législateurs ont pensé que les arrêts de la Cour constitutionnelle qui suivent ce cursus sont exempts d'erreurs matérielles et de confusion. Pourquoi? Parce que tout ce schéma, c'est pour que l'œuvre jurisprudentielle, l'œuvre juridictionnelle soit compréhensible et exempte de toute erreur matérielle. Honorable Excellence, chers confrères, je m'arrête là avec bien entendu le complément d'information que pourra apporter mon collaborateur. J'ai pensé que dans un débat citoyen, on devrait partager parce que les réseaux sociaux, chacun y vient avec sa formation. Et aujourd'hui, on peut se retrouver avec des journalistes, des étudiants, des professionnels de la justice, magistrats et avocats, pour quand même débattre de cette question des arrêts controversés de la Cour nationale force et faiblesse. Je dis et je vous remercie. Merci, maître. Je suis en train de regarder du côté de la technique parce que j'aurais besoin de 2 micros pour nos co-débatteurs. On peut applaudir pour mettre l'article 149 qui garantit l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il y a l'article 162 jusqu'à 168 qui définissent les compétences de la Cour constitutionnelle. En dehors de la Constitution, il y a aussi les instruments internationaux qui sont ratifiés par notre pays. Nous allons aller vite en citant cela les grandes lignes. Il y a la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple. Il y a les pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques. Il y a la Convention contre la torture. Il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, pour ne citer que cela. Alors, il faut aussi spécifier que la Cour constitutionnelle est tenue d'interpréter la Constitution à la lumière des droits humains consacrés au niveau international ratifié par la RDC. Parce que les constats que nous faisons aujourd'hui, la Cour constitutionnelle ne fait pas référence aux textes internationaux ratifiés par la RDC. Alors qu'en vertu de l'article 215 de la Constitution, il y a la primauté du droit international sur les droits internes. Et sans plus tarder, nous allons directement entrer dans les forces de certains arrêts de la Cour en matière de droits humains, des aspects droits humains qui sont possibles. Alors, la première force, c'est l'institution clé dans la protection théorique des droits fondamentaux. Donc, grâce à son pouvoir de constitutionnalité, la Cour peut bloquer des lois attentatoires aux droits humains. Ça, c'est un pouvoir qui est donné à la Cour constitutionnelle. On peut donner des cas d'exemple. Il y a eu en 2016, la Cour a validé partiellement une ordonnance présidentielle jugée anticonstitutionnelle. Deuxième force, c'est la garantie du droit à un recours en matière électorale. Donc aujourd'hui, la Cour constitutionnelle donne la possibilité aux justiciables et aux candidats qui peuvent contester les élections électorales. Donc c'est un droit aujourd'hui qui est reconnu aussi par l'article 25 du pacte international sur les droits civils et politiques. C'est vrai que la Cour a été très critiquée, mais elle a quand même joué son rôle en 2006, en 2011, en 2018, là nous parlons des cycles électoraux. Ils ont eu quand même à pouvoir
trancher en matière électorale. Troisième force, c'est la consécration de certains droits dans la jurisprudence. Il y a des arrêts qui confirment les principes de rétroactivité, de la légalité devant la loi et de la liberté de réunion. Là, nous tombons directement dans les faiblesses au regard des droits humains. La première faiblesse de la Cour constitutionnelle au regard des droits humains, là, nous parlons de l'absence d'accès direct des citoyens devant la Cour constitutionnelle. Contrairement à la Cour constitutionnelle sud-africaine, les personnes, les victimes, peuvent saisir la Cour constitutionnelle pour réclamer s'ils sont victimes de violations des droits de l'homme. Parce qu'il faut se le dire, notre Constitution consacre tout un chapitre concernant les droits humains. Donc cette possibilité-là n'est pas donnée aux victimes de pouvoir se présenter pour réclamer à ce qu'ils aient ici devant la Cour constitutionnelle, qui est l'institution chargée d'interpréter la Constitution. Il y a l'instrumentalisation politique dans les affaires à forte portée en droits humains. Maître Kabila a cité des exemples d'arrêt ici qui sont légion. Alors, il y a aussi les silences des lois liberticides. Il y a plusieurs textes limitant les libertés de réunion, de manifestation qui ont été adoptés, mais sans que la Cour ne puisse réagir. Vous vous souviendrez de l'arrêté concernant la levée du moratoire sur la peine de mort, alors que c'est un arrêté qui va en contradiction avec la Constitution et en contradiction avec les textes légaux internationaux ratifiés par notre pays, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dans son premier article dit explicitement que nul n'a le droit d'ôter la vie à Dieu. Il consacre la sacralité de la vie. Mais face à cet arrêté, la Cour constitutionnelle a préféré, c'était, on ne sait pas si c'est un silence coupable, c'est à vous de pouvoir réfléchir. Maintenant, il y a aussi les motivations faibles dans les arrêts portant sur les droits. Ce que nous avons constaté, il y a certaines décisions de la Cour constitutionnelle qui sont très floueuses. On ne sait pas s'ils les font exprès, mais qui ne donnent pas possibilité aux défenseurs des droits de l'homme de pouvoir bien approfondir les choses. Il y a actuellement aussi les manques de jurisprudence protectrice en matière de torture, de détention arbitraire, de liberté d'expression. Parce que jusque-là, si on peut se le dire, la Cour constitutionnelle n'a jamais rendu un arrêt en cette matière de torture, de détention arbitraire, de liberté d'expression et tout ça. Des détentions prolongées. Donc jusque-là, nous avons constaté que la Cour n'a jamais joué son rôle. Donc là, nous disons que la Cour constitutionnelle a raté son rôle de gardien des droits humains. Et de ce fait, aujourd'hui, même au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme, il n'y a pas de jurisprudence de la RDC. Parce que la RDC aujourd'hui n'a jamais tranché sur les violations des droits de l'homme exclusivement dans ces arrêts. Alors, je vais citer quelques exemples des arrêts controversés, leurs conséquences aussi. Il y a l'arrêt validant la présidentielle de 2018. La conséquence, c'est que la légitimation des scrutins contestés prive aujourd'hui des choix libres des électeurs. Le fait qu'il ait entériné cette décision-là, en tout cas, ça a été très contesté.
Il y a aussi le rejet des recours des candidats disqualifiés. La conséquence, c'est l'exclusion de certains sans garantie. Il y a aussi le silence sur l'ordonnance de l'état de siège prolongé. Et la conséquence aujourd'hui, c'est l'acceptation des mesures exceptionnelles qui sont devenues permanentes. Face à tout ce qui s'est précédé, nous allons faire quelques recommandations stratégiques à la Cour constitutionnelle pour être une cour au service des droits humains. La première recommandation, d'amender la loi organique pour introduire un recours individuel direct en cas de violation des droits fondamentaux. Deuxième recommandation, renforcer la formation des juges constitutionnels sur les droits internationaux des droits humains. Troisième recommandation, rendre obligatoire la motivation des arrêts sur base des instruments régionaux et internationaux. Quatrième recommandation, favoriser les dialogues entre la Cour, la société civile, les barreaux et les institutions de défense des droits de l'homme. Vous voyez, de telles occasions, comme je l'ai dit, nous avons salué l'initiative prise par Maître Kabengele, mais nous sollicitons à ce qu'on puisse encore élargir davantage, que nous puissions nous retrouver ici avec les juges constitutionnels, que nous puissions nous retrouver avec tous les acteurs de la justice, afin que nous puissions avoir des conclusions incontestables. Parce qu'il faut se le dire aujourd'hui, le cadre de concertation est très important et le cadre d'échange aussi. Parce que ça nous permet tous d'avoir une même compréhension et de faire de nos institutions réellement les instruments dont la population attend des résultats palpables. Merci beaucoup, Maître, pour ce complément ô combien important, axé sur les droits humains et la Constitution, la constitutionnalité. Et dans les réseaux, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les rencontres formelles et informelles, la plupart des gens ont critiqué cette affaire. Et si je vous ai bien suivi, c'est comme si vous aussi vous êtes parti pas dans le sens que la Cour constitutionnelle a rendu cet arrêt-là. C'est comme si quelque part vous n'avez pas, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec cet arrêt. Qu'adviendrait-il si on continuait avec des arrêts controversés et que là, peut-être c'est dirigé, c'est motivé par la politique? Est-ce que ça ne deviendra pas des jurisprudences et que l'arbitraire peut naître à partir de là? Ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, nous avons suivi ce qui s'est passé au Sénat. Vous avez parlé ici que la loi et la Constitution, parfois, pour permettre à l'évolution de la démocratie, il faudrait sécuriser les anciens présidents de la République. Et là, il fallait le poursuivre peut-être pour des infractions commises lors de leur fonction. Alors, je voudrais comprendre, peut-être avec beaucoup d'autres, est-ce que le Sénat est-il à mesure d'élever les immunités d'un ancien président de la République? Parce que cette immunité-là, ce n'est pas une immunité acquise, ce ne sont pas des immunités acquises par la validation de pouvoir au Sénat. Là, c'est la loi qui accorde ces immunités-là. Voilà un peu ce que je voudrais savoir. Peut-être que, et beaucoup d'autres qui me suivent, aimeraient être éclairés à cette préoccupation. Je vous remercie.
quand il évoque, par exemple, les arrêts Air-Cons 18-16, s'agissant de Capone, dire que lui aussi a la même lecture. Peut-être a été motivé par la politique. J'en ai profité aussi pour poser la question sur la levée des inégalités de l'exemple qui sont et là aussi, c'est comme si on a la même lecture. Là où on ne peut pas lever les inégalités parce qu'il n'est pas sénateur parlementaire. Les sénateurs, parce qu'il n'a pas été élu, il n'a pas laissé la constitution, il n'y a pas validation de son pouvoir. Voilà un peu ce qui est retenu. C'était une conférence très intéressante. Et j'ai vu que les animateurs domaine ont posé beaucoup de questions dans leur domaine. Moi je suis allez-y. Bonjour. Je suis maître Jonas Ngalamouné, l'un des fils professionnels de maître Jean-Marie Kabila. En résumé, nous pouvons noter qu'il se dégage de l'analyse synoptique de décision de justice appelée arrêt, rendu par la Cour constitutionnelle, les forces et les faiblesses, les forces dans la narration et la cohérence de la motivation du droit, ayant pour source la loi et la jurisprudence, mais aussi des faiblesses dégagées dans l'appropriation de considérations à proprement parler de l'éthique et de l'appréciation des mesures contradictoires pour les mêmes faits et les mêmes circonstances. Comme il est dégagé que les faits précédents du droit, cette analyse est venue afin de pouvoir donner une motivation et une orientation d'intelligence aux législateurs afin de parer à la carence législative.